Aujourd'hui, on se donne quelques trucs pour manipuler vos joueurs en jeu de rôle. Ah, mais là, faites attention, mes titanants, avec ça, là, c'est comme une façon de parler, là, OK? Pas de... Manipuler les joueurs. Ben oui, écoute, c'est pas... Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, les joueurs ont besoin d'être guidés un peu. Tu sais, en jeu de rôle, c'est facile de s'égarer quand tout est possible. Tu vois un des joueurs qui devient soudainement passionné par l'histoire du dragon ancien alors que les autres ont juste le goût d'ouvrir un café quelque part dans le village. Puis tu te dis, ma partie est en train de dégénérer. Comment faire pour les guider gentiment en direction peut-être d'une histoire que tu as préparée, que tu as envie de leur faire vivre? C'est important de se le rappeler, hein? Donjons Dragons, c'est un jeu dans lequel tout est possible et il faut s'écouter. Le maître de jeu doit être à l'écoute des joueurs. Parfois, ce qu'ils vont proposer, c'est plus intéressant que votre préparation. Mais on va quand même être honnête. Des fois, les joueurs, ils savent pas ce qu'ils veulent. Hey, je m'excuse! Mais c'est vrai! Des fois, les joueurs pensent que ça va être vraiment malade de passer la prochaine semaine à jouer des arnaques de furet dans le village. Puis ils réalisent, perdent leur temps complètement, puis que ça mène nulle part. Puis après ça, ils font « Ben voyons, c'est donc bien poche la game! » Puis toi, tu les as laissés faire, fait que t'es en partie responsable du désastre. Je veux que vous sachiez, c'était très drôle, les arnaques de furet. C'est tout de ma faute si cette game-là n'a pas marché. Fait que oui, comment les manipuler, les guider? Il y a quelques trucs que je vais vous donner que vous pouvez utiliser pour les ramener dans un sens narratif qui fait un peu plus de sens. La première stratégie classique du maître de jeu, c'est l'illusion du choix. On s'entend à vouloir donner une carte où il y a 1000 villages, 1000 ruines, 1000 trésors potentiels à découvrir. La réalité, c'est que vous avez peut-être concrètement préparé un ou deux donjons. Vous avez peut-être appris en diagonale le stat block du dragon, mais vous croisez les doigts qu'ils n'aillent pas là parce qu'ils vont se faire tuer. Fait que comment faire quand les joueurs sont en train de déblatérer sur toutes les choses qu'ils veulent faire pour les guider vers les choses que vous avez préparées sans avoir à arrêter la partie puis faire comme « Hey non, je vais être honnête avec vous, allez pas dans les égouts, j'ai aucune maudite idée de ce qui se passe dans les égouts. » Ben vous pouvez résumer les idées qui ont été lancées sur la table. Moi, je vais toujours partir des suggestions des joueurs. Donc, si, par exemple, ils sont en train de brainstormer sur qu'est-ce qu'ils veulent faire, bien là, il y a plusieurs idées qui sont données. Ah oui, c'est vraiment pour aller voir le maire, on pourrait être dans la forêt. Ah, le dragon, vous vous rappelez du dragon, non. Je vais peut-être remettre sur la table, après leur brainstorm, après leur petit caucus, les deux idées qui font le plus de sens avec ma préparation. Je vais quand même improviser s'ils veulent aller dans les égouts. Mais si j'ai rien sur les égouts, mais que je sais qu'il y a tout un module hyper intéressant avec plein d'objets magiques, des cartes, des monstres que j'ai préparés pour le maire, puis la forêt, je vais peut-être résumer leur caucus à « OK, fait que là, vous avez eu plusieurs bonnes idées. Fait que là, c'est vous qui décidez qu'est-ce qu'on priorise ce soir. Est-ce que vous allez voir le maire ou vous allez dans la forêt? » J'essaye de leur donner un choix clair entre deux trucs qui m'avantagent moi comme maître de jeu. Peut-être qu'ils vont vouloir quand même aller à contresens puis aller explorer un truc que j'ai vraiment pas préparé. Mais tu vois que c'est beaucoup moins drastique que de faire comme « Non, vous ne pouvez pas aller dans les égouts. » Je vais juste mettre sur la table deux idées qui viennent d'eux. Ils ont évoqué à voix haute ces idées-là. Je fais juste les isoler à travers leur tempête d'idées pour m'assurer que les joueurs se dirigent vers là où moi, j'ai le plus de matériel, où je me sens le plus à l'aise aussi. Le but, c'est juste que ce soit le fun pour tout le monde. Tu sais, je le sais que c'est bien tentant là, de se dire « faut être prêt à tout ». Faut improviser partout. Mais je le sais que ce n'est pas tous les maîtres de jeu qui sont aussi à l'aise que moi en impro. Puis ça peut être extrêmement intimidant de me dire, s'ils vont dans les égouts, là, j'ai aucune idée qu'est-ce qui va arriver. Fais juste leur donner l'illusion du choix. Laisse-les parler. Tu peux même amener un personnage non-joueur qui évoque à nouveau les affaires qui te tiennent à cœur. Mais ça, c'est une bonne façon de les amener vers le choix A ou B quand eux viennent de parler de A, B, C, D, E, F, G, A, C, J, K, Z. Fait que vous faites A ou B finalement. Un petit truc comme ça. La deuxième option pour manipuler tes joueurs, c'est la psychologie inversée. S'il y a un lieu que tu veux que tes joueurs aillent visiter, ou s'il y a une salle qui est importante dans ton histoire ou qui contient un truc que tu as vraiment le goût de leur montrer, c'est difficile de ne pas les forcer à aller là puis de faire comme « Il faut vraiment que vous alliez dans la tour nord ». Vous pouvez utiliser la stratégie contraire. Et les joueurs vont vraiment avoir l'impression d'être plus libres si vous leur dites « Quoi que vous faites, jamais
vous aventurer dans la tour nord. C'est interdit. Compris? Faut être certain que la première chose qu'ils vont vouloir faire, c'est d'aller dans la fucking tour nord. Fait que vous comprenez? Le but, c'est de choisir la place où vous voulez qu'ils aillent et de trouver une façon à l'intérieur de votre histoire que ce soit un tabou, un interdit. Personne n'a le droit d'entrer dans les catacombes de la ville sous peine de mort. Allez-y, mollo, avec la psychologie inversée, là, parce que des fois, ils peuvent entendre « Il veut vraiment pas qu'on aille là. » Mais tu sais, s'il y a un objet, mettons, dans le château en faisant comme « Ça, c'est l'épée de mes ancêtres, là, on l'expose ici, mais c'est vraiment précieux pour nous, donc vraiment vous assurez que personne n'y touche pendant le combat. Merci. » Ce genre de petites phrases lancées à la va-vite, ça va piquer la curiosité. Si vous dites comme il n'y a jamais personne qui va dans le château à la sortie de la ville, c'est beaucoup trop dangereux. Personne n'en est jamais revenu vivant. Assurément, c'est une façon de dire vous devez aller là, vous allez assurément en sortir vivant. L'autre truc que j'ai découvert, c'est mon ami Pierre-Philippe Renaud sur la chaîne Coup Critique qui en a parlé. Il a fait un super bon vidéo sur cette technique-là. Ça s'appelle la technique de l'ananas. L'idée, c'est que s'il y a un élément qui détonne dans votre description, c'est sûr que les joueurs vont être intrigués par cet item. Fait que si vous avez un item magique, qui est une épée magique, et vous dites ça, c'est un artefact vraiment important, il faut que les joueurs la découvrent parce qu'il y a un élément d'indice vraiment clé pour mon histoire, bien, tu peux mettre cette épée-là dans un contexte étrange et tu es sûr et certain que les joueurs, ça va piquer leur curiosité. Par exemple, s'il y a une épée à l'intérieur d'une garderie exposée sur le mur, au milieu des décorations et des dessins d'enfants, tu peux être sûr que les joueurs vont faire « T'as-tu dit qu'il y avait une épée dans la garderie? » Oui, il y a une épée accrochée au mur, une vieille épée rouillée avec un crâne au pommeau. Le plus l'objet détonne de son environnement, le plus tu peux être sûr que les joueurs vont faire « OK, c'est quoi cette chaise-là? Là? Qu'est-ce qu'elle fait de spécial? Cette épée-là, je peux-tu la shaker? Je peux-tu la bouger? » S'il y a un personnage qui détonne de son environnement, tu peux être sûr que les joueurs vont aller y parler. Tu sais, tu as peut-être déjà vu des maîtres de jeu être fâchés parce que les personnages entrent dans une taverne. Puis vous avez créé un personnage hyper cool dans la taverne qui a comme un œil de pirate, qui a l'air d'un mercenaire. Puis tu dis, les joueurs vont aller le voir, ça va être chouette. Mais que les joueurs sont uniquement attirés par le petit gobelin assis au comptoir. C'est le phénomène de l'ananas! Les joueurs s'en calissent du mercenaire parce que c'est une taverne fantastique. Of course, il y a un mercenaire, je m'en fous. C'est du décor, c'est un figurant. Le gobelin, avec un chapeau haute forme au comptoir, c'est lui que je veux voir, tu comprends? Fait que hésite pas. Si tu veux créer un personnage qui devient instantanément attachant, attirant pour tes joueurs, tu dois le mettre dans un contexte où il va détonner. Que ce soit un mercenaire dans une garderie, que ce soit une épée magique dans une garderie, ou bien un dragon dans une garderie. Et finalement, il y a un... Tu sais, les humains, hein, on essaie de recopier beaucoup ce qu'on voit. Et c'est parfois difficile quand on veut présenter un personnage, créer tout de suite un sentiment d'animosité chez les joueurs ou un sentiment de confiance. C'est parfois difficile d'arriver avec le bon mood à la table. Tu veux leur présenter un chevalier noble et puissant qui va devenir leur meilleur ami. Tout de suite, les joueurs vont être comme « Ah, moi, j'y fais pas confiance. Ah, c'est que j'y fais pas confiance au chevalier. » Alors que t'es comme « Mais mon Dieu, c'est un chevalier, c'est un paladin, il a l'air tellement gentil. Pourquoi est-ce que vous y faites pas confiance? C'est un allié, c'est un guide sur votre route. » Eh bien, il y a quelques trucs que tu peux faire dans ton interprétation roleplay pour tout de suite créer un sentiment de confiance à ta table. Par exemple, il y a beaucoup de choses qu'on va capter comme humain et qu'on va reproduire dans le langage non verbal. Il y a un des codes qu'on utilise, qu'on va reproduire presque instantanément, c'est le flash des sourcils. Juste le... Tu sais, l'espèce de... Juste, tu lèves les sourcils quand tu fais comme « Hey, hey! » Tu sais, une espèce de... Ça, les gens vont le reproduire. Fait que pratique-toi, là, juste avoir cette espèce de sentiment-là de « Hey, comment ça va? » Les joueurs, tout de suite, vont reproduire cette espèce de langage-là qu'on associe immédiatement à la bonne humeur, au côté pacifique d'un individu. Fait que tu peux tout à fait l'utiliser pour te sentir que tes joueurs se sentent en confiance. Et au contraire, si tu veux tout de suite créer de l'animosité, tu peux froncer les sourcils. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on va reproduire très vite. Croiser les bras aussi. Tout de suite, c'est un langage non verbal de fermeture. Fait qu'assure-toi que si tu présentes un allié, même si c'est un chevalier, fronce pas les sourcils. Je sais qu'il est sérieux, puis qu'il est gentil. Tu sais, c'est un gentil, mais il est sérieux. Tout de suite, tes joueurs n'auront pas confiance si tu fais comme
Ça va me faire plaisir de vous guider, ils vont faire comme il y a quelque chose. Je sais pas là, je sais pas mettre le doigt dessus. La deuxième chose que tu peux faire aussi, hein, c'est des trucs de scénarisation, là. Mais on va tout de suite avoir un attachement envers un personnage si on le voit être gentil envers quelqu'un qui est inoffensif. Le fameux save the cat. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce truc de scénarisation-là. Si tu vois un personnage sauver un animal, tout de suite, on va dire « Ah, OK, il est bon dans le fond. » Mais au fond de lui-même, là, il y a un petit côté gentil, c'est sûr. La même chose, si tu vois un personnage briser de petites conventions sociales, tout de suite, tu ne l'aimeras pas. Si quelqu'un te dit salut puis qu'il ne te répond pas, par exemple, ou si quelqu'un va être, comment dire, supérieur envers ses subordonnés. Par exemple, même si vous rencontrez le maire de la ville, vous allez tout de suite le trouver un douche s'il donne son manteau à un de ses serviteurs. Ça peut faire partie des classes sociales là-bas, on ne sait pas. Il n'est pas méchant pour autant, mais juste voir ça, tes joueurs vont être comme « Asti truc! » Tu comprends? S'il ne répond pas à une convention sociale, il ne répond pas à votre salut, tout de suite, ils vont l'haïr. Fait que ça, c'est tout plein de petits codes sociaux qu'il faut que tu sois au courant quand tu interprètes en roleplay. Overthink-le pas, là. Tu n'as pas besoin de faire un test de psychologie pour rouler ta game de D&D. Mais tu peux y penser un peu avant ta présentation de personnage. Et puis tu peux même jouer avec ça pour créer de la contre-préparation. S'il y a un personnage qui est le gros méchant de ta campagne, puis que tu le présentes un moment donné, sauver un animal ou risquer sa vie pour protéger son cheval, tout de suite, il va gagner un peu de respect dans les yeux de tes joueurs. C'est-tu de la manipulation, ça? Je sais pas. Sache que, écoute, je le rappelle, j'utilise le terme manipulation ici, mais c'est vraiment pour guider tes joueurs et nous aider à avoir une meilleure partie. Utilise pas ça là, pour les amener à dépenser dans ton style d'entreprise de crypto-monnaie ou quelque chose de même, OK? Juste que ça soit clair! Puis bien sûr, n'oubliez pas d'être toujours à l'écoute de vos joueurs. Une bonne partie, ça se construit à plusieurs. Il faut être souple. Parfois, on a besoin de se laisser manipuler par nos joueurs aussi. Ça peut faire du bien. Fait que voilà Internet, j'espère que ces petits conseils vont t'aider pour ta partie. Puis si tu veux nous aider pour notre festival de jeux de société, le FLIM! C'est un festival gratuit à Montréal où on va présenter plein de jeux dans la rue. C'est le 24, 25, 26 juillet et ça va se passer sur la rue Maisonneuve à Montréal. Puis on est en sociofinancement présentement. Fait que si tu veux nous donner un coup de main, tu as juste à aller jeter un petit coup d'œil là-bas. Ça va nous permettre de faire un virage vert puis de sauver des animaux. Hein. Je pense que c'est ce qu'on nous disait. Chaque dollar donné permet de sauver un animal. Fait que... hein? Non. Écoute, tu as le droit de manipuler les gens de même. Je pense que c'est illégal. Bye!